En 12 mois, le bitume renverse le tempo du Burkina Faso brutalement. Après 60 ans et 3140 km pavés, l'objectif 5000 en un an oppose héritage d'attente et urgence nationale, sans filet extérieur apparent. Que change pour chacun ce pari porté par Ibrahim Traoré vraiment aujourd'hui? Derrière les bulldozers, les 900 machines livrées, le coût par kilomètre qui tomberait d'environ 1 million à 150 000 dollars et la build crédit des ingénieurs militaires, se joue une idée simple. Si la route devient souveraine, la sécurité, le commerce et la dignité cessent d'attendre la permission des autres. Et tout cela commence ici. Cette analyse promet une chose claire: comprendre pourquoi une politique d'infrastructure, souvent jugée technique, devient ici un levier central de souveraineté, de sécurité et de cohésion sociale. Il ne s'agit pas seulement de routes plus rapides, mais d'un changement de logique qui touche la façon dont un État finance, décide et exécute. Pour le spectateur, l'enjeu est concret: savoir si ce modèle peut tenir au-delà de l'élan initial et ce qu'il implique pour la vie quotidienne. Le pari repose sur une rupture assumée avec les circuits classiques de financement, de passation et de dépendance extérieure. En redirigeant des ressources internes, en mobilisant l'armée comme force de construction et en impliquant directement les citoyens, le pouvoir cherche à transformer un handicap structurel en avantage opérationnel. Mais ce choix comporte aussi des risques mesurables: capacité réelle d'exécution, soutenabilité financière, pression géopolitique et attentes populaires élevées. Ce qui est en jeu dépasse donc le bitume. C'est la crédibilité d'un État qui affirme pouvoir produire des résultats visibles rapidement sans attendre l'aval d'acteurs extérieurs. Si cette crédibilité tient, elle redéfinit la relation entre gouvernement et population. Si elle échoue, le coût politique et social serait immédiat. En moins de 2 ans, le coût et le rythme de construction routière ont basculé. On passe d'environ 50 kilomètres pavés par an à un objectif annoncé de 5000, tandis que le coût d'un kilomètre chute d'un niveau proche du million à environ 150 000 dollars selon le récit officiel. Ce double écart, volume et prix, constitue la mini-révélation centrale. Il explique pourquoi le programme routier devient un marqueur politique majeur sous Ibrahim Traoré. Pour mesurer ce changement, il faut revenir au point de départ. Pendant des décennies, le réseau routier du Burkina Faso est resté fragmenté, limité à quelques axes hérités de l'époque coloniale. L'entretien dépendait largement de financements extérieurs, de prêts conditionnés et de sociétés étrangères chargées de l'exécution. Cette structure imposait des délais longs, des coûts élevés et une faible appropriation locale. La route n'était pas un outil stratégique, mais un projet administratif parmi d'autres. La rupture revendiquée s'articule autour de trois leviers. D'abord, la réorientation de ressources internes, notamment fiscales et minières, vers l'infrastructure. Ensuite, l'utilisation du génie militaire comme force de construction permanente, réduisant les marges privées et les coûts logistiques. Enfin, la mobilisation populaire à travers des contributions matérielles ou financières symboliques présentées comme un acte de participation nationale. Ce cadre permet d'expliquer l'accélération sans invoquer de miracle financier. En supprimant certains intermédiaires et en standardisant les chantiers, le modèle gagne en vitesse et en visibilité. Mais il concentre aussi la responsabilité sur l'État. Si les délais glissent ou si la qualité faiblit, il n'y a plus de partenaire extérieur à blâmer. C'est là que la figure d'Ibrahim Traoré devient centrale dans le récit. Il incarne personnellement cette promesse de résultats rapides et visibles. La question implicite désormais posée au public est simple: ce modèle peut-il durer au-delà de l'effet de rupture initiale ou dépend-il d'un moment politique exceptionnel?
Pour comprendre comment cette stratégie se traduit sur le terrain, le récit quitte un instant les chiffres et s'attarde sur les acteurs chargés d'exécuter. Le rôle du génie militaire devient ici central. Des unités autrefois dédiées presque exclusivement à la sécurité sont redéployées vers la construction, avec des missions claires, des délais courts et une chaîne de commandement directe. Cette bascule modifie la nature même de l'action publique. Le chantier devient une extension de la fonction régalienne. Un premier impact apparaît dans les zones urbaines, notamment autour de Ouagadougou. Des axes longtemps dégradés sont repris simultanément avec des méthodes standardisées et une présence continue des équipes. L'effet est visible rapidement. Circulation plus fluide, réduction des temps de trajet et sentiment que l'État agit concrètement. Dans les zones rurales, l'enjeu est différent mais tout aussi immédiat. Relier un village à un axe praticable toute l'année change l'accès au marché, aux soins et à la sécurité. Un micro-cas illustre cette dynamique. Une citoyenne âgée devenue symbole dans le récit officiel contribue non par une somme d'argent importante, mais par 2 sacs de ciment. Ce geste, repris dans la communication publique, sert à montrer que la route n'est pas seulement financée par le budget, mais portée symboliquement par la population. Cette personnalisation du projet renforce l'adhésion, mais elle crée aussi une attente forte. Quand l'État promet, il doit livrer. Et lorsque la route devient un symbole de dignité retrouvée, chaque retard ou défaut de qualité prend une dimension politique. L'impact précoce est donc double: amélioration tangible du quotidien et montée rapide des attentes. La question devient alors: cette dynamique peut-elle être soutenue à mesure que les chantiers s'étendent et que la complexité augmente? Avant le basculement, le rythme était prévisible. Les projets routiers avançaient par tranches limitées, dépendantes de calendriers de bailleurs, de procédures d'appel d'offres longues et de capacités dispersées. Après le changement de pouvoir, l'activation se fait rapidement. Les priorités sont redéfinies, les chantiers concentrés et la logique d'exécution recentrée autour de l'État. La route cesse d'être un dossier technique parmi d'autres pour devenir un objectif politique visible, mesurable et constamment rappelé. La première étape consiste à sécuriser les moyens. Les ressources internes sont mobilisées, des lignes budgétaires sont redirigées et un message clair est envoyé aux administrations. La vitesse compte autant que la conformité. En parallèle, les unités du génie militaire reçoivent de nouvelles missions. Elles ne sont plus seulement un appui ponctuel, mais le cœur du dispositif. Cette décision réduit les délais de mobilisation, simplifie la coordination et limite les ruptures entre planification et exécution. Le pic intervient avec l'arrivée massive d'équipements lourds. Plus de 900 machines sont livrées en un temps court, donnant une matérialité immédiate à la promesse politique. Bulldozers, niveleuses et excavatrices apparaissent simultanément sur plusieurs axes. L'effet est double. À l'intérieur du pays, il crée une impression d'élan irréversible. À l'extérieur, il surprend des partenaires habitués à des progressions plus graduelles. Sous Ibrahim Traoré, cette démonstration de capacité devient un message stratégique. L'État entend agir sans attendre l'aval traditionnel. Les répliques ne tardent pas. Sur le terrain, la multiplication des chantiers met sous pression les équipes, les chaînes d'approvisionnement et les capacités de contrôle de qualité. L'accélération révèle des goulots d'étranglement, notamment dans la formation des opérateurs et la maintenance des machines. Sur le plan social, l'enthousiasme initial se traduit par une mobilisation citoyenne, mais aussi par des attentes immédiates de résultats durables. La route promise doit être praticable, résistante et livrée dans les délais annoncés.
Sur le plan politique, cette séquence reconfigure le rapport au temps. Là où les aides extérieures fonctionnaient par cycles longs, le pouvoir adopte un tempo court, presque continu. Chaque semaine de travaux devient une preuve ou un test. Cette logique renforce la centralité du leadership. Ibrahim Traoré est associé directement aux avancées, mais aussi aux risques. La personnalisation accélère la perception des succès, tout en exposant davantage les revers potentiels. Enfin, cette chronologie crée un effet d'entraînement régional. Les axes routiers relient progressivement des zones jusque-là marginalisées, modifiant les flux économiques et sécuritaires. Mais elle pose aussi une question structurante. Une fois le pic démonstratif passé, comment maintenir le même niveau d'intensité sans épuiser les ressources humaines comme financières? C'est à cette question que les phases suivantes devront répondre au-delà de l'effet d'annonce initial. Au départ, le rythme annuel se situait autour de 50 kilomètres pavés. Désormais, l'objectif affiché monte à 5000, tandis que le coût unitaire passerait d'environ 1 million à près de 150 000 dollars par kilomètre. Cette bascule chiffrée résume l'argument central du programme. Elle sert à démontrer que la contrainte n'était pas tant financière que structurelle. La comparaison avant-après devient ainsi l'outil principal de légitimation. Le premier indicateur concerne le volume. Passer de quelques dizaines de kilomètres par an à plusieurs milliers implique un changement d'échelle logistique. Selon le récit officiel, cette accélération est rendue possible par la standardisation des méthodes, la simultanéité des chantiers et l'utilisation d'unités publiques permanentes plutôt que de contrats fragmentés. Autrement dit, le gain ne vient pas d'une technologie nouvelle, mais d'une organisation resserrée. Ce chiffre sert surtout à frapper l'opinion et à matérialiser l'idée de rupture. Le deuxième indicateur porte sur le coût. La chute annoncée d'un niveau proche du million à environ 150 000 dollars par kilomètre est présentée comme le résultat de trois facteurs combinés: suppression des marges privées élevées, réduction des frais d'ingénierie expatriés et recours à des matériaux locaux. Chaque élément est relativement simple, pris isolément, mais leur combinaison explique l'ampleur du delta. Cette donnée est stratégique car elle répond directement aux critiques sur la soutenabilité financière. Si le coût réel est effectivement réduit, la dépendance à l'endettement extérieur diminue mécaniquement. Le troisième indicateur est capacitaire. La livraison de plus de 900 machines lourdes en un laps de temps court constitue une preuve matérielle du changement de méthode. Elle indique que l'État ne se contente pas d'annoncer des objectifs, mais investit dans des actifs durables. Ces équipements, opérés par le génie militaire, permettent de maintenir les chantiers même dans des zones instables. Là encore, le chiffre n'est pas seulement comptable, il est symbolique, car il traduit une appropriation directe des moyens de production. Ces trois mesures forment un ensemble cohérent. Volume, coût et capacité se renforcent mutuellement. Mais elles posent aussi des questions de vérification. La rapidité d'exécution complique les contrôles indépendants et la concentration des responsabilités réduit la possibilité de comparer avec des références externes. Sous Ibrahim Traoré, cette centralisation est assumée comme une condition d'efficacité. Elle transfère toutefois l'exigence de transparence vers l'intérieur de l'État. En définitive, les chiffres soutiennent un récit puissant: faire plus, plus vite et moins cher. Leur crédibilité dépendra de la durée. Si les routes résistent au temps et à l'usage, ces indicateurs deviendront des références. Dans le cas contraire, ils resteront des marqueurs d'un moment politique. La question suivante s'impose donc naturellement. Comment répondre aux critiques qui contestent ce modèle sur le fond? Les critiques du modèle avancent d'abord un argument de gouvernance. Militariser la construction, disent-ils, concentre trop de fonctions entre les mêmes mains
et réduit les mécanismes classiques de contrôle. Selon cette lecture, l'efficacité à court terme se paierait par une fragilisation institutionnelle à moyen terme. Sans appel d'offres ouverts, ni concurrence régulière. Le risque serait de normaliser l'exception et de rendre la qualité dépendante d'un commandement plutôt que de normes stables. Un second argument porte sur la durabilité économique. Accélérer fortement la cadence et afficher des coûts très bas pourrait masquer des dépenses différées. Entretien futur, remplacement des machines, formation continue des équipes. Les sceptiques soulignent que des chiffres spectaculaires sur un an ne prouvent pas la viabilité d'un modèle sur 10 ans. Ils rappellent que de nombreux programmes d'infrastructure échouent non lors de la construction, mais dans la phase d'exploitation. Ces objections sont cohérentes et méritent d'être prises au sérieux. Pourtant, le récit officiel propose une réponse structurée. Sur la gouvernance, le choix assumé est celui d'une responsabilité directe de l'État. En supprimant les intermédiaires privés et les prestataires étrangers, la chaîne de décision est raccourcie. Le contrôle ne disparaît pas, il change de lieu. Il repose davantage sur la hiérarchie administrative et militaire que sur des contrats externes. Cette centralisation est présentée comme temporaire, liée à une phase de rattrapage accélérée. Sur la durabilité, les données mises en avant insistent sur l'investissement en actifs plutôt qu'en services. Les plus de 900 machines acquises ne sont pas louées pour un projet ponctuel. Elles constituent un parc national réutilisable. De même, la baisse du coût par kilomètre d'un niveau proche du million à environ 150 000 dollars est expliquée par des économies structurelles, non par une compression artificielle. Si ces chiffres se confirment dans le temps, l'entretien futur devient plus soutenable car le coût initial est moindre. Sous Ibrahim Traoré, la réponse implicite est donc la suivante: le risque existe, mais l'inaction en comportait un autre, celui de rester dépendant indéfiniment. La question n'est pas de savoir si le modèle est parfait, mais s'il est préférable à l'alternative qu'il remplace. C'est sur ce terrain comparatif que le débat se déplace désormais. Ce point marque un basculement du récit. Jusqu'ici, l'attention portait sur la vitesse, les coûts et les moyens matériels. À mi-parcours, la signification change. La route n'est plus seulement une infrastructure, elle devient un instrument de projection politique et sécuritaire. En reliant rapidement des zones isolées, l'État ne facilite pas seulement le commerce, il étend sa présence effective. Ce glissement explique pourquoi le programme dépasse la logique économique. Dans un contexte sahélien marqué par l'insécurité et la fragmentation territoriale, l'asphalte agit comme un vecteur d'autorité. Une route praticable toute l'année réduit le temps d'intervention, sécurise les flux et limite l'emprise d'acteurs armés non étatiques. Ce lien entre infrastructure et faunée et contrôle du territoire est au cœur de la stratégie sous Ibrahim Traoré, même lorsqu'il n'est pas formulé explicitement. La révélation tient donc à cette articulation. Ce qui était présenté comme un chantier de développement devient une réponse indirecte à des défis sécuritaires et géopolitiques. En ce sens, la cadence élevée n'est pas un simple choix technique, elle répond à une urgence perçue. Plus la route avance, plus l'État gagne en capacité d'action, et plus il redéfinit les rapports de force internes. À partir de ce moment, la question change. Il ne s'agit plus seulement de savoir combien de kilomètres seront livrés, mais quels effets concrets cette extension rapide produit pour l'économie, la population et la région. Suggestion. C'est à ces conséquences réelles que l'analyse doit désormais se tourner. Pour l'État, l'effet le plus immédiat est opérationnel. Un réseau routier plus dense et praticable réduit les coûts logistiques internes et raccourcit les délais d'intervention. Les administrations peuvent atteindre plus rapidement des zones auparavant marginalisées,
qu'il s'agisse de services civils ou de forces de sécurité. Cette capacité renforce la crédibilité de l'autorité centrale. Sous Ibrahim Traoré, la route devient ainsi un multiplicateur de présence étatique, transformant une promesse abstraite en action visible. Elle permet aussi de mieux coordonner des politiques publiques, jusque-là freinées par l'isolement géographique. Pour les entreprises locales, l'impact est principalement économique. Des axes fiables réduisent les pertes liées au transport, élargissent les marchés accessibles et améliorent la prévisibilité des échanges. Les producteurs agricoles, en particulier, bénéficient d'un accès plus régulier aux centres urbains. La logique est simple: moins de ruptures, moins de coûts cachés, plus de volumes écoulables. Cette dynamique favorise l'émergence d'acteurs nationaux capables de concurrencer des circuits dominés auparavant par l'importation. Elle ne garantit pas la croissance, mais elle en crée les conditions matérielles. Pour les citoyens, les conséquences sont d'abord quotidiennes: temps de trajet raccourci, accès facilité aux soins, à l'éducation et au marché. Un déplacement qui prenait plusieurs jours en saison des pluies devient réalisable en quelques heures. Cette transformation modifie la perception de l'espace national. Le pays cesse d'être vécu comme une juxtaposition de zones discontinues. Dans le récit porté par Ibrahim Traoré, cette continuité est présentée comme un retour de dignité: pouvoir circuler chez soi sans dépendre d'une aide extérieure. Au niveau régional, enfin, les routes changent les flux. En reliant des zones sahéliennes aux grands corridors commerciaux, le Burkina Faso renforce sa capacité d'échange avec ses voisins. Cette ouverture redéfinit les équilibres, notamment dans un contexte de sanctions et de tensions diplomatiques. La route devient un instrument de résilience régionale. Elle permet de contourner certains blocages et de privilégier le commerce plutôt que l'assistance. Ces quatre effets ne sont pas indépendants. Ils se renforcent mutuellement. Plus l'État est téléprésent, plus l'économie peut fonctionner. Plus l'économie tourne, plus la population adhère. Plus l'adhésion est forte, plus la position régionale se consolide. C'est cette boucle que cherche à activer Ibrahim Traoré. La question suivante est alors stratégique. Comment cette dynamique peut-elle évoluer dans les prochains mois selon différents scénarios possibles? Le scénario de base repose sur une continuité maîtrisée. Les chantiers se poursuivent à un rythme élevé, mais légèrement inférieur à la phase de démonstration initiale. Les axes prioritaires sont livrés tandis que d'autres avancent plus lentement. Les coûts restent contenus grâce à l'utilisation des équipements déjà acquis et à la montée en compétences progressive des équipes. Dans ce cas, le programme consolide sa crédibilité sans créer d'attentes irréalistes. Sous Ibrahim Traoré, ce scénario permettrait de stabiliser le modèle et de l'inscrire dans une trajectoire institutionnelle plus durable. Le scénario optimiste suppose une synchronisation favorable de plusieurs facteurs. La maintenance des machines est anticipée, la formation suit le rythme et les ressources internes continuent d'affluer. Les routes livrées commencent à produire des effets économiques visibles, renforçant le soutien populaire. Cette dynamique attire des partenariats ciblés, non pour financer, mais pour compléter des capacités techniques spécifiques. Dans ce cadre, le programme devient une référence régionale. Il démontre qu'un État peut accélérer l'infrastructure sans s'enfermer dans une spirale d'endettement. Le scénario le plus défavorable met en lumière les fragilités: une usure rapide des équipements, des retards dans l'entretien ou des tensions budgétaires ralentissent brutalement la cadence. Les routes livrées trop vite présentent des défauts, alimentant les critiques internes et externes. La centralisation des décisions complique les ajustements. Dans ce cas, l'effet de rupture initiale se retourne contre le pouvoir,
car les attentes ont été élevées très haut. Ces scénarios ne sont pas des prédictions, mais des cadres de lecture. Ils montrent que la question clé n'est pas seulement la vitesse, mais la capacité d'adaptation. La recommandation centrale est donc cognitive. Évaluer le programme non à l'aune d'un record ponctuel, mais de sa trajectoire. Observer comment les choix s'ajustent face aux contraintes donnera une indication plus fiable que n'importe quel chiffre isolé. C'est dans cette zone d'ajustement que se jouera la suite du projet porté par Ibrahim Traoré. À ce stade, l'analyse revient vers le spectateur, car les effets de cette politique ne se distribuent pas de manière abstraite. Pour certains, l'impact est d'abord professionnel. Les travailleurs du transport, les commerçants et les producteurs voient que leur horizon s'élargir à mesure que les routes deviennent fiables. Le calcul quotidien change, moins d'incertitude, plus de prévisibilité. Ce gain de temps et de sécurité se traduit en revenus plus stables, même sans croissance spectaculaire immédiate. Pour d'autres, l'effet est social. Les familles rurales accèdent plus facilement aux centres de santé et aux écoles. Les déplacements ne sont plus conditionnés par la saison des pluies. Cette continuité modifie les choix de vie, notamment pour les jeunes, qui peuvent envisager des études ou un travail sans rupture géographique totale. Sous Ibrahim Traoré, cette dimension est présentée comme un investissement dans le capital humain, non comme un simple confort. Un troisième groupe perçoit surtout l'impact symbolique. Voir des chantiers avancer rapidement avec des moyens nationaux modifie le rapport à l'État. La route devient un signe tangible que l'action publique peut produire des résultats visibles. Cette perception renforce l'adhésion, mais elle crée aussi une exigence accrue. Une fois la preuve donnée, le public attend la même efficacité dans d'autres domaines. Deux pistes modestes émergent pour le spectateur. D'abord, observer les usages réels des routes livrées. Circulation, entretien, sécurité. Ensuite, distinguer l'élan initial des ajustements de long terme. Ces gestes d'attention permettent de dépasser l'enthousiasme ou le rejet réflexe. Ils replacent le débat sur le terrain des effets concrets. C'est à ce niveau quotidien et mesurable que la politique d'infrastructure trouve sa véritable évaluation. La logique du programme impose désormais une clarification des étapes. La première concerne la priorisation. Tous les axes ne peuvent avancer au même rythme. L'État identifie des corridors à fort impact économique et sécuritaire afin de concentrer les ressources là où les gains sont immédiats. Cette sélection conditionne la crédibilité de l'ensemble. Sous Ibrahim Traoré, elle est présentée comme un choix stratégique assumé plutôt qu'une promesse universelle. La deuxième étape touche à l'exécution. Le génie militaire reste le noyau dur, mais son efficacité dépend de la formation continue des opérateurs et de la maintenance des équipements. Ici, la question n'est pas d'ajouter des machines, mais de préserver celles déjà acquises. Des indicateurs simples sont mis en avant. Taux de disponibilité des engins, délai moyen par tronçon et conformité aux standards techniques. Ce sont ces mesures, plus que les annonces, qui permettent de suivre l'avancement réel. La troisième étape concerne le financement. La mobilisation de ressources internes doit être stabilisée. Cela implique une traçabilité claire des fonds et une communication suggérant où et comment l'argent est utilisé. La confiance populaire, initialement émotionnelle, doit devenir rationnelle. Sans cette transition, l'adhésion risque de s'éroder à mesure que l'effort se prolonge. Enfin, la quatrième étape est institutionnelle. Une fois la phase de rattrapage passée, certaines fonctions doivent être normalisées. Les règles de contrôle, d'audit et de planification doivent s'inscrire dans des cadres durables. Ibrahim Traoré apparaît ici moins comme un chef de chantier que comme l'arbitre d'un passage entre urgence et routine. Cette feuille de route ne garantit pas le succès, mais elle rend les critères lisibles.
Elle transforme un récit mobilisateur en séquence vérifiable. La question reste ouverte. Ces étapes seront-elles suivies avec la même rigueur que l'élan initial? Le récit revient alors à une image simple, presque silencieuse, celle d'une femme âgée croisée plus tôt, portant 2 sacs de ciment vers un chantier. Rien d'extraordinaire en apparence. Pourtant, ce geste résume mieux que les chiffres l'esprit du moment. Il ne s'agissait pas d'un ordre, ni d'un contrat, mais d'une décision intime, participer à quelque chose qui dépasse l'individu. Cette scène sert de miroir à l'ensemble du projet. Les machines lourdes, les kilomètres annoncés et les débats géopolitiques forment l'arrière-plan. Au premier plan, il y a cette idée que l'infrastructure devient un acte partagé. Sous Ibrahim Traoré, le discours insiste sur cette continuité suggérée entre l'effort de l'État et celui du citoyen. La route n'est plus seulement livrée, elle est appropriée. C'est là que la charge émotionnelle opère. Lorsque les routes avancent, ce ne sont pas uniquement des gains de temps ou de coûts qui apparaissent. C'est la perception d'un futur moins dépendant, plus maîtrisé. La grand-mère au sac de ciment n'est pas un symbole isolé. Elle incarne une transition psychologique collective. La phrase qui reste est courte et volontairement simple. Une nation qui construit pour elle-même cesse d'attendre. Elle ne résout pas tout, mais elle change la posture. Et c'est précisément ce changement d'attitude que ce programme cherche à ancrer, au-delà des chantiers visibles. À ce stade, le projet routier cesse d'être uniquement une affaire nationale. Il devient un symbole plus large, observé au-delà des frontières, discuté dans les médias, les cercles politiques et les communautés diasporiques. Ce que propose implicitement le récit autour d'Ibrahim Traoré, ce n'est pas un modèle à copier mécaniquement, mais une question à se poser collectivement. Jusqu'où une société peut-elle aller lorsqu'elle décide de prioriser l'action concrète sur l'attente? Pour le spectateur, l'invitation n'est pas à applaudir ni à rejeter par réflexe. Elle est d'observer avec attention. Regarder si les routes tiennent dans le temps. Écouter les voix locales, celles qui utilisent ces axes au quotidien. Comparer les promesses initiales aux ajustements réels. C'est dans cet écart, parfois discret, que se mesure la sincérité d'une transformation. Dans un monde saturé de discours sur le développement, suivre un cas précis avec rigueur devient un acte civique. Il ne s'agit pas de croire, mais de vérifier. De discuter, sans bruit excessif, de ce qui fonctionne et de ce qui échoue. La question finale reste ouverte et elle vous appartient. Cette trajectoire vous semble-t-elle durable et que révèle-t-elle, selon vous, sur la capacité des États à reprendre l'initiative aujourd'hui?